أجواء إيجابية إن شاء الله. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Sami Gemayel dénonce un système à bout de souffle. Ajbeil, le président des Kataeb, plaide pour une réforme de la loi électorale et la mise en place d'une décentralisation. Des électrices et des candidates pour la première fois en Arabie Saoudite, Saoudiens et Saoudiennes se sont rendus hier aux urnes pour un scrutin municipal. Une femme a été élue dans la région de la Mecque. Élection également en France, on vote aujourd'hui pour un scrutin régional, un second tour marqué par une participation en hausse. Tous les regards sont tournés vers le score du Front National qui pourrait confirmer son avancée dans certaines régions. Le système est à bout de souffle, c'est le constat que fait Sami Gemayel, le chef des Kataeb, a tiré cet après-midi la sonnette d'alarme lors d'une cérémonie d'accueil des nouveaux membres du parti Ajbeil. Pour Sami Gemayel, l'élection d'un président ne suffira pas à combler les failles d'un système qui ne fonctionne plus. Le député du Méthane appelle à des changements structurels. Selon lui, il est nécessaire de faire de la réforme de la loi électorale une priorité. Sami Gemayel a enfin plaidé en faveur d'un système décentralisé au Liban. Près de 2 semaines après la libération des 16 otages d'Al-Nosra, le combat continue pour les 9 militaires et policiers toujours aux mains du groupe État islamique. Leurs familles ont organisé ce dimanche une manifestation place Riyad el-Salah dans le centre-ville de Beyrouth. Le porte-parole des familles, Hussein Youssef, a assuré qu'ils allaient poursuivre la mobilisation. Cela fait 500 jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs proches depuis leur enlèvement en août 2014 à Ersal dans la Bekaa. Et dans la périphérie d'Arsal, on a retrouvé ce matin le corps sans vie de Abdallah Ougeri. La victime a été atteinte de plusieurs coups de feu. On en sait peu pour l'instant sur les circonstances de ce crime. Des combattants du groupe État islamique seraient à l'origine de ce meurtre. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, les combats entre rebelles et régimes sont eux aussi toujours aussi meurtriers. Au moins 28 civils, dont 2 enfants, ont été tués ce dimanche à Douma, dans la Ghouta orientale. Des bombardements ont visé un fief rebelle. On dénombre également des dizaines de blessés, dont de nombreux enfants touchés par un des raids non loin d'une école. Cette localité à l'est de Damas est régulièrement visée par l'aviation syrienne ou russe. Les tentatives de négociation entamées en novembre n'ont pu aboutir à une trêve. De son côté, l'agence Sana fait état de tirs de mortier sur des quartiers résidentiels de la capitale. Un enfant aurait été tué selon l'agence officielle. Jusqu'à hier, l'Arabie Saoudite était le dernier pays au monde à dénier à ses citoyennes le droit de se porter candidate à une élection, mais aussi tout simplement de voter. Pour la première fois hier, les Saoudiennes étaient appelées aux urnes et une femme a été élue dans la région de la Mecque pour ce scrutin municipal. Le premier a proposé des candidats féminins. 900 candidates se sont présentées parmi 6 000 au total, tous briguaient un siège dans les 284 conseils municipaux. Ces assemblées sont les seules du royaume à être composées de représentants élus. À Riyad, la capitale, écoutez la réaction de ses électrices. Je veux voir la femme plus impliquée dans toutes les institutions du gouvernement et dans le secteur privé, qu'elle soit partie intégrante de l'organisation, des décisions, de la performance. Elle doit toujours être là. J'ai donné ma voix à la candidate la plus compétente et qui mérite le plus ce siège. L'implication de femmes dans ces élections était une chose positive. Nous avons 47 candidates, 24 hommes et 23 femmes. Cela montre qu'il y a de la motivation. Nous espérons que les gagnants de ce scrutin participeront au développement du pays. Elle n'est pas saoudienne, mais birmane. C'est une icône de combat politique et un exemple pour beaucoup de femmes dans le monde. Après 15 ans d'assignation à résidence, Aung San Suu Kyi a raflé les dernières législatives avec son parti, la LND. Pour une de ses rares sorties publiques, Aung San Suu Kyi est allée ramasser les ordures dans les rues de sa propre circonscription. Des images qui font fortement écho à notre actualité. Équipée de gants, de protection et de sacs poubelles, la dame de Rangoon a exhorté son parti, grand vainqueur des législatives de novembre, à se sentir responsable de la propreté dans ces régions. Aung San Suu Kyi illustre ainsi son engagement pour de meilleurs services publics en Birmanie. Dans ce pays aussi, les ordures représentent un problème majeur, faute d'infrastructures, de stockage, de retraitement et de collecte régulière. De nouvelles violences se sont produites dans la capitale burundaise. Le bilan est de 87 morts. C'est après la pause.
La participation est en hausse au second tour des élections régionales en France. À midi, 19,59% de participation contre 16,27% au premier tour. Signe sans doute que certains abstentionnistes se sont déplacés jusqu'aux urnes. Ce scrutin est le dernier avant la présidentielle de 2017. Il est marqué par une montée historique du Front National de Marine Le Pen, en tête dans 6 régions sur 17. Le retrait des socialistes dans certaines régions devrait faire barrage au FN au profit des Républicains. La formation frontiste a toutefois des chances de l'emporter dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce scrutin prend fin ce soir à 20h. Et c'est aussi en France que s'est achevé hier la COP21, le rendez-vous mondial du climat. Un accord historique a vu le jour après 2 semaines d'intenses tractations. Les 195 participants sont tombés d'accord pour limiter la hausse de la température de la planète à 1,5 degré. La phase des négociations terminée, le texte doit maintenant être soumis au vote des parlements de chaque État. Sa validation définitive reste suspendue à l'approbation d'au moins 50 pays. Marc Pope. L'annonce de l'accord est chaleureusement accueillie. Tous dans l'audience soulignent le chemin accompli ces derniers jours pour contenir le réchauffement climatique. Pour le président américain, l'accord trouvé n'est pas parfait, mais il a le mérite d'ouvrir la voie à un monde plus propre. Ne vous y trompez pas, l'accord de Paris établit le cadre dont le monde a besoin pour résoudre la crise climatique. Il en crée le mécanisme, l'architecture, pour que nous puissions lutter efficacement contre ce problème. À Paris, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a applaudi ce qu'il qualifie de solides résultats sur tous les points clés, soulignant en particulier l'importance d'équilibrer la réduction des émissions de carbone avec la croissance économique des pays en voie de développement. Pour Ban Ki-moon, la flexibilité sera aussi la clé. Vous vous êtes mis d'accord sur le fait que l'actuel niveau d'ambition est le socle et non le plafond, et que tous les 5 ans à partir de 2018, vous reverrez régulièrement les besoins en fonction de la science. Une inquiétude que partage le ministre indien de l'Environnement. Le pays est le 3e émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Et l'Inde est aussi l'une des principales victimes du réchauffement climatique. L'accord aurait pu être plus ambitieux. Les actions des pays développés sont bien en dessous de leurs responsabilités historiques. La Chine, un des plus gros pollueurs de la planète, se dit de son côté plutôt optimiste. Après des efforts sans relâche, l'accord de Paris est juste et équitable, global et équilibré, très ambitieux, durable et efficace. Et c'est un accord juridiquement contraignant. Si la grande majorité salue un accord sans précédent, beaucoup restent prudents. Tous savent que la mise en œuvre sera la partie la plus compliquée. Et les associations, elles, ne veulent pas se réjouir trop vite. Pour ces dernières, c'est l'engagement de chaque pays sur le terrain qui fera la différence. On en écoute quelques-unes. Ce qui manque dans cet accord, c'est le signal fort qu'il faut amorcer une transformation de nos modes de production énergétique. Sinon, le 1,5 degré, ça va rester un engagement sur un bout de papier. On sait que les engagements des pays qu'on connaît déjà ne sont pas suffisants pour rester sous cette barre des 2 degrés. Donc il faut que les pays, dès maintenant, travaillent plus, rehaussent ces engagements pour tenter de rester sous les 2 degrés ou 1,5 degré. Alors ce qu'il y a de positif, c'est que les États vont devoir se retrouver autour de la table tous les 5 ans pour présenter de nouveaux engagements, mais ça ne suffit pas pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans l'accord, notamment la limitation à 1,5 ou 2 degrés de réchauffement de température, mais aussi l'objectif de long terme qui est fixé pour l'ensemble de la planète, qui est de ne plus émettre de gaz à effet de serre dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Direction à présent le Pakistan, où au moins 10 personnes sont mortes, 30 ont été blessées dans cet attentat à la bombe qui a visé un marché très fréquenté à Parachinar, une ville du nord-est. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais Parachinar a fait les frais de nombreux attentats sanglants ces dernières années, notamment en raison de son importante communauté chiite. Ceux-ci sont de plus en plus la cible de groupes extrémistes. Au Burundi, à présent, les quartiers contestataires de la capitale secoués par de nouvelles violences. Hier, au petit matin, les corps de jeunes tués par balles jonchaient les rues de Bujumbura. Le bilan officiel est d'au moins 87 morts. Les habitants accusent les forces de l'ordre d'avoir abattu délibérément ces individus. La veille, vendredi, 3 camps militaires ont été attaqués par des insurgés. Cela fait 8 mois que le pays vit de graves tensions, des violences qui remontent au printemps dernier, quand le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un 3e mandat. Marc Pope et Noémie Roche.
À Bujumbura, les rues sont quasi désertes. Seuls quelques habitants s'aventurent près des corps qui gisent sur la chaussée pour tenter d'identifier les victimes. L'armée expose fièrement aux caméras les armes saisies et les prisonniers arrêtés. Il avait l'intention de s'attaquer au camp militaire pour se procurer des armes et munitions en vue d'aller libérer des prisonniers dans différentes prisons. Les forces de l'ordre ont repoussé les attaques, traquant les assaillants jusque dans la ville. Beaucoup d'habitants accusent la police de s'être livrée à des exécutions sommaires. J'essayais de fermer ma porte quand j'ai vu de nombreux policiers passer devant moi. Ils ont repéré un groupe d'hommes dans le quartier et leur ont demandé de s'arrêter. Ces hommes ont eu peur, ils ont commencé à courir et les policiers ont ouvert le feu. C'est à ce moment-là que mon fils a essayé de fermer la porte. Les policiers l'ont repéré et lui ont tiré dessus. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui appelle toutes les parties du Burundi à trouver une solution pacifique au conflit. Les membres du Conseil de sécurité appellent le gouvernement et tous les acteurs politiques à reprendre immédiatement le dialogue pour éviter de nouvelles violences à Bujumbura et dans tout le pays. Ces violences sont les pires connues par le pays depuis le coup d'État manqué en mai. Un putsch déclenché par la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat qu'il a remporté cet été. Depuis, les violences ont fait des centaines de morts et plus de 220 000 personnes ont fui le Burundi pour se réfugier dans les pays voisins. Et Human Rights Watch exige quant à elle une enquête sérieuse et indépendante après cet incident considéré par l'organisation comme le plus grave depuis le début de la crise fin avril au Burundi. On termine ce journal avec ces images de la cathédrale de Rome où le pape a annoncé ce matin le temps du grand pardon. François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Pour les catholiques, ce geste permet de recevoir l'indulgence pour le pardon des péchés. À la demande du souverain pontife, des portes saintes ont été ouvertes partout dans le monde. Ce fut notamment le cas à Alep en Syrie, dans la paroisse Saint-François du quartier d'Azizier. Et lors de la célébration, en présence de 2000 fidèles, le pape a appelé à ne pas se laisser abattre par la lassitude, le doute, l'impatience ou encore la souffrance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Sami Jmaïel dénonce un système à bout de souffle. Jbeil, le président des KTF, plaide pour une réforme de la loi électorale et la mise en place d'une décentralisation dans le pays. Des électrices et des candidates pour la première fois en Arabie Saoudite, Saoudiens et Saoudiennes se sont rendus hier aux urnes pour un scrutin municipal. Une femme a été élue dans la région de la Mecque. Élection également en France où l'on vote aujourd'hui pour un scrutin régional, un second tour marqué par une participation en hausse. Tous les regards sont tournés à présent vers le score du Front National qui pourrait confirmer son avancée historique dans certaines régions. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. أجواء إيجابية إن شاء الله.